Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte, pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Et aujourd'hui, je reçois Emmeline Bardou, une smile psychologue et motard. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite. Et j'avoue que lors de notre première rencontre, j'ai été très touchée par ton engagement et ton métier. Tu es psychologue et docteur en psychologie et tu te définis comme une psychologue qui se bat vraiment pour préserver de l'humanité auprès des patients avec des pratiques innovantes et aussi une passionnée de moto et toutes les disciplines, autres disciplines autour de, comment on dit, de la glisse ou du mouvement De la moto ? De la moto, oui. C'est bien. De la moto. Et d'ailleurs, tu as décidé de lier ces deux dans ta pratique de psychologue. Et tu es aussi une professionnelle qui est indignée du tabou autour des violences sexuelles sur les enfants et tu as créé l'association Les mots d'enfants, les mots résilients. Oui. Et aujourd'hui, on est ensemble pour justement que tu nous parles de cette nouvelle pratique thérapeutique unique en France que tu as créée, nommée la motothérapie. C'est breveté, protégé, tu vas nous raconter vraiment tout ça. Et vraiment, je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui et que tu nous partages cette ouverture. Vraiment, je vous propose, vous qui écoutez, là, de vous dire, vraiment, c'est un moment pour peut-être trouver des solutions différentes, réfléchir différemment, ouvrir votre esprit à de nouvelles pratiques avec Emmeline. Voilà. Est-ce que cette présentation te convient ? Parfaitement, merci. C'était bien résumé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le sourire ce matin pour commencer ? De savoir que je travaillais pas cet après-midi et de savoir que j'allais te rejoindre ce midi pour l'enregistrement et cette belle expérience, parce que c'est quand même une belle expérience, ce qui est nouveau et ce qui est différent. Alors effectivement, est-ce que tu peux peut-être nous présenter maintenant ce qu'est la motothérapie ? Oui. Et comment est-ce que tu as créé ce concept, cette méthode ? Oui. Comment est-ce qu'elle est née ? Et aussi peut-être faire le lien avec ton métier de psychologue. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Alors, comment je l'ai créé et pourquoi je l'ai créé ? Alors, pourquoi je l'ai créé ? Tout simplement parce que j'ai travaillé pendant 20 ans d'une façon assez classique en tant que psychologue en institution médico-sociale et que j'ai trouvé que la façon d'accompagner les patients en souffrance d'une méthode conventionnelle n'était pas adaptée pour tout le monde. Et j'ai vu disparaître du champ des institutions pas mal de patients qui n'avaient pas le profil entre guillemets adéquat pour recevoir des soins de façon traditionnelle. Donc je donne des exemples. Par exemple, les patients qui ne sont pas à l'aise, tout simplement avec le langage, pour utiliser le langage pour s'exprimer. Pour X raisons, soit par difficulté au niveau du maniement du langage, ou soit par réserve, ou voilà. Ou alors des patients qui avaient été dans une sorte de méfiance ou de déception avec des accompagnements de professionnels de soins. Et qui du coup étaient dans des résistances en fait, de pouvoir être accompagnés de façon classique. Ou bien des profils de personnes qui n'étaient plus attrapables en institution puisqu'ils avaient décroché d'un tas d'accompagnements ou de systèmes, donc scolaires, social ou de soins. Les décrocheurs, mais pas que les scolaires, les décrocheurs. Et toutes ces personnes-là, en fait, n'avaient plus leur place dans l'institution de façon classique. Et donc, je trouvais que c'était nécessaire de pouvoir réinventer une autre façon d'être présent pour eux, en tant que psychologue, pour pouvoir leur réouvrir une porte
qui permettait peut-être de réinstaurer une alliance thérapeutique pour refaire confiance. Et donc cette idée de motothérapie, elle m'est venue puisque... donc ça, c'était le pourquoi. Et comment elle est venue? Elle est venue puisque je suis aussi psychologue depuis 20 ans passés, mais je suis aussi motarde depuis quelques années. Donc j'ai pu expérimenter cette pratique moto, le pilotage moto, sous différentes formes de sport moto, donc la piste, la route, le tout-terrain. Puis d'autres sports moto. Et donc, j'ai commencé à expérimenter cette pratique. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher d'allier une part de mes loisirs avec mon travail en étant dans la réflexion de ce que ça a créé, de ce que ça faisait, dans l'observation. Et puis après, dans la théorisation. Voilà, en essayant de comprendre quel mécanisme psychologique était en jeu dans la pratique, en quoi ça pouvait être aidant ou pas. Et puis j'ai ensuite commencé un long travail d'écoute des pilotes moto pour voir un peu qu'est-ce qu'ils recherchaient dans cette pratique. Et donc je suis revenue à l'université où j'avais fait déjà ma thèse de doctorat en psychologie il y a quelques années. Et j'ai retrouvé donc des collègues qui font partie d'un laboratoire de recherche qui fait partie du laboratoire psychologie de la socialisation du développement et du travail, pour essayer de les mettre dans la boucle pour réaliser une recherche. Oui, parce que c'est ça, en fait, au départ, c'est une observation d'un manque. Intuitive, expérimentale. C'est une passion, c'est vraiment, donc ça vient vraiment de toi. Oui. Mais à un moment, créer une nouvelle méthode, un processus qui puisse être pratiqué, transmis, ça doit être... quelles sont les étapes, en fait? Alors, les étapes, déjà, c'est d'y croire. De toujours y croire. Et puis, surtout, d'essayer d'y apporter une espèce de légitimité et de crédit. Ce qui est assez compliqué quand c'est quelque chose de nouveau. Et puis, dans le médical? Oui, mais dans les deux. Tant du côté soignant que du côté du sport moto. Ah oui. Parce que ça n'obéit à aucun code de chacun des domaines. Donc le code du sport moto, c'est la pratique du sport pour la performance, voire la compétition, de façon très individualisée, parce que c'est un sport individuel quand même, la moto. Or, les valeurs que je souhaitais investiguer, elles sont différentes. Elles sont des valeurs de partage qui ne sont pas du tout centrées sur la performance, mais plutôt le ressenti et l'émotionnel, où la parole est bien présente. Et en fait, ça n'avait pas trop de résonance dans le sport moto. Donc, j'allais vite me retrouver seule. Et puis par rapport aux pratiques innovantes en santé mentale, il y avait quand même aussi une forme de questionnement sur mais qu'est-ce que c'est cette psychologue qui utilise la moto c'est pas possible en fait, c'est pas du soin en fait psychique. Donc il y a eu une espèce d'errance. Donc c'est pour ça que je me suis raccrochée à la recherche, puisque la recherche et l'université, la recherche universitaire, en l'occurrence à l'université de Toulouse de Jean Jaurès, c'est la voie de l'avenir, où justement on est censé pouvoir réfléchir et prouver par des études. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que par rapport aux résistances, c'est avoir des preuves concrètes. Exactement. Et c'est mener des études. Oui, des études qui sont très longues et très exigeantes au niveau scientifique. Donc avec une méthodologie, une rigueur qui demande dans la passation et puis dans les hypothèses de recherche un protocole qui est quand même très très coûteux en temps et en étapes. Donc voilà. Donc en l'occurrence, le laboratoire a accepté et donc on a commencé une recherche il y a déjà presque 3 ans sur justement le temps 1, c'est-à-dire le début, avant le début de la motothérapie, du programme motothérapie, et en temps 2, 1 an après avoir suivi le programme motothérapie pour plusieurs patients. Et donc on a fait une collecte de données sur des questionnaires, pour s'intéresser à comment était leur estime de soi avant, après, leur niveau d'anxiété,
leur stress post-traumatique, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une indication particulière pour les victimes de violences. C'est-à-dire Alors, par rapport à la pratique de la motothérapie. Et en quoi ça a un lien avec... Eh ben, en fait, la pratique de la motothérapie, elle va induire une résonance dans des émotions fortes, donc notamment l'adrénaline et la peur, avec le danger, la notion de risque, ce qui est ressenti majoritairement par les victimes de violences. Et donc, de se retrouver en situation face à un danger va réactiver les émotions qui ont été longtemps refoulées par les victimes de violences. Et donc, ça peut créer ce qu'on appelle une levée de la dissociation, c'est-à-dire une reconnexion entre la peur et ce qui a été associé en pensée à la peur. Et donc, ça permet de faire évoluer le stress post-traumatique en étant contenu de façon thérapeutique et accompagné surtout. Et voilà. Et en fait, il s'agit de ça, surtout que la personne, elle est en situation d'être en pilotage acteur. Et donc, elle maîtrise, voilà. Et c'est elle qui ne subit plus, mais qui est en capacité de pouvoir se reconnecter. Ça va créer une reconnexion dans le moment présent et dans le mouvement. Voilà. Une autre chose qu'on a aussi observée en motothérapie, peut-être que tu me poseras la question après, je sais pas. C'est dans les effets, c'est que en fait on utilise le corps, ce qu'on peut pas forcément trop utiliser quand on est en consultation. Oui, c'est ce que je me disais. Là, la personne, ça rebondit un peu sur ce que tu disais, la notion d'être acteur, parce que du coup, si je comprends bien, la personne, j'allais te demander comment se passe une séance, mais elle est vraiment sur la moto, oui, et elle va conduire la moto, oui. Et donc, c'est très différent d'une séance chez un psychologue traditionnel où on est assis sur un siège en général, ou sur un canapé ou sur un divan. Mais là, on est vraiment acteur et quelque chose qui nous mobilise en plus, oui, physiquement. Complètement. Oui. En fait, la pratique de la motothérapie, elle demande toujours, de toute façon, un premier entretien psychologique où on retrace un peu la demande et l'anamnèse. On n'insiste pas trop sur l'entretien psychologique à répéter au début, puisque le but, c'est de travailler l'alliance et de ne pas imposer un format classique. Voilà. Donc, très rapidement, on va alterner avec des séances de motothérapie, donc c'est-à-dire d'apprentissage de la pratique moto. Oui, parce que d'abord, il y a des personnes qui n'ont jamais conduit une moto. La plupart, oui. La majorité. Donc, la majorité n'avait jamais même pensé faire du motocross, quoi. Ouais. Donc, l'idée, c'est de leur apprendre déjà à manier la moto, à la conduire, à la piloter, à être en situation de maîtrise, quoi. Donc là, c'est toi qui les formes à la moto ? Oui, parce que du coup, j'ai une double formation et j'ai passé un diplôme d'éducatrice sportive moto pour apprendre le pilotage moto. Ouais. Et voilà, donc c'est des initiations et ensuite, une fois que la sécurité est faite sur les manœuvres de base au niveau de la moto, eh bien, on va se concentrer sur, en motothérapie, sur justement la lecture un peu émotionnelle que le patient va donner à voir pendant le pilotage. Et puis, on va donner un temps assez important dans l'écoute et l'échange verbal, qui est facilité justement par le médiateur moto, puisque la personne est tout le temps dans l'agir et dans le faire. Et dès qu'il y a des moments de pause, en fait, il y a une facilité à aborder des sujets sensibles beaucoup plus rapidement qu'en consultation en face à face. Ce qu'on a aussi observé, c'est qu'en séance motothérapie, les personnes, elles vont se montrer en mouvement et donc elles vont donner une lecture d'elles-mêmes qui est beaucoup plus révélatrice que par le simple langage qui peut masquer beaucoup de choses. Et dans la posture du psychologue aussi, qui va être différente puisque le psychologue n'est pas en face à face, contrairement à un bureau, à une séance classique. Mais le psychologue est à côté. Donc, dans une situation semblable, en fait, avec le patient. Une position quasi identique, parce que déjà, c'est une tenue de sport, c'est pas une tenue de ville. Ah oui. Il n'y a pas le bureau aussi. Il n'y a pas le bureau qui sépare. Il y a une mêmeté dans l'habillage. Il y a une proximité physique, puisque on est à côté, en fait, de la personne pour la sécuriser dans le premier apprentissage moto. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle un transfert, quoi. Une alliance thérapeutique qui n'est pas ordinaire. Voilà. Et le cadre va être posé par la posture, puisque les personnes savent quand même que je suis psychologue. Donc, cette proximité va aussi favoriser le fait de ressentir de l'humanité dans la posture du professionnel,
Ce qui n'est pas le cas dans les façons classiques où justement il y a un cadre posé par des codes en fait d'interaction qui vont induire une distance. Voilà, donc ça n'induit pas une proximité relationnelle, ça rassure et ça induit une touche d'humanité qui va libérer la parole beaucoup plus facilement. Et oui, parce que c'est vraiment ça l'intention et l'objectif, c'est de libérer la parole et d'arriver à aller peut-être dans une alliance, à continuer aussi peut-être les soins, parce que on peut alterner aussi, j'imagine, entre motothérapie et revenir c'est le principe habituel. Ah oui, d'accord. Voilà, le principe habituel, c'est d'alterner les séances de motothérapie et les séances en consultation en cabinet. Mais on va laisser souple le fait de devoir passer par plusieurs séances motothérapie pour certains patients avant de pouvoir être en capacité de demander d'être accompagné de façon classique. Ce qui est assez magique, c'est que justement, ce qu'on a observé dans l'effet motothérapie, c'est que la plupart des patients qui étaient décrocheurs du soin ont tous fini par redemander à raccrocher aux soins classiques. Soit en demandant à aller consulter des psychologues, ou soit en demandant un suivi psychologique en alternance avec la motothérapie, en se retrouvant dans un bureau. Est-ce que du coup, ça recrée le plaisir, le besoin, l'envie? Comment ça se passe de se faire accompagner? Ou la confiance? C'est la confiance, c'est la question de l'alliance thérapeutique en fait. Ouais. Pour un profil de personnes qui peuvent être repérées comme étant atypiques en fait, ou qui sont sortis du système de soins pendant longtemps et qui vont raccrocher en fait à une demande. Ouais, c'est surtout la question de l'alliance thérapeutique. Et donc ça, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu es en train de te faire accompagner pour que ce soit, comment on dit en fait, par rapport aux travaux qui sont faits avec... Validé scientifiquement. Validé scientifiquement. Et c'est quoi les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, donc là, on est en train de traiter les résultats, voilà. De comparaison sur le temps 1 et le temps 2. On a déjà commencé à publier quelques articles. Et donc, on a 2 autres articles scientifiques qui vont être publiés en 2025. Bravo. Merci. Et des communications qui vont être faites dans 2 colloques en 2025. Donc, un sur la psychologie de la santé à Toulouse et un autre dans un colloque en addictologie à Lorient, en Bretagne, où on va communiquer les résultats sur différentes populations différentes. Donc ça, c'est le crédit scientifique. C'est formidable, bravo. Formidable. Bah oui, je savais. Alors, pour tout vous dire, j'étais sûre qu'à un moment, Émilie chanterait. Je ne savais pas quand, et c'était maintenant. J'ai attendu. Merci, oui. Je t'ai attendu. Ah ouais, tu vois. Et en même temps, j'imagine bien que par rapport à cette nouvelle méthode et par rapport à notre format français, parfois un peu râleur, parfois peut-être moins ouvert à la nouveauté, aux nouvelles pratiques, et puis des institutions, des fonctionnements qui sont installés, tu as dû avoir certaines résistances. Oh, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours. Et il y en aura, je pense, longtemps. Et comment est-ce que tu fais, en fait, finalement, pour passer au-dessus de ces résistances? Alors, il faut croire en soi. Ouais. Il faut croire en l'autre. Il faut croire en son projet. Mais c'est très facile en fait au final si on se détache du regard des autres, un peu trop rigide, et c'est très facile si on accorde beaucoup plus d'importance aux bienfaits qu'on observe chez les patients qu'on accompagne de cette façon différente, avec leur retour, leur témoignage, leur reconnaissance, leur fidélité, parce que depuis que je l'ai mis en place, il y a une fidélité qui est réelle. Et puis, c'est aussi très facile quand on perçoit les effets positifs sur sa propre pratique professionnelle, où on se sent, attention, là, ça va être une autre chanson, libéré. Oui, voilà. Donc, en fait, au final, il y a juste un travail de détachement vis-à-vis du socius, quoi. Et une centration sur ce qui fait du bien, en fait, hein, ce qui fait sourire, pour reprendre la thématique de ton podcast. Mais voilà, donc après, il faut être quand même, au-delà de ces critères-là, il faut être tenace, il faut être assez résistante, endurante.
et puis ouverte. Après, ce qui fait la faculté de cette innovation, c'est qu'elle s'ancre dans plusieurs domaines, en fait. Tu vois, elle s'ancre dans le domaine de la moto, sportive, moto, avec mon côté éducatrice moto. Elle s'ancre aussi dans la recherche, puisque je suis chercheuse à l'université et enseignante. Elle s'ancre aussi dans la pratique, puisque je suis aussi psychologue. Et donc, c'est ce triple volet qui donne de la consistance quand même et de la matière à poursuivre, quelles que soient les formes. Voilà. Après, oui. Ouais. Et puis, je pense peut-être aussi que tu as des alliés et que tu rencontres aussi dans ces différents espaces des personnes qui te soutiennent. Puis, c'est intéressant. Comme toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé du smile. Oui. Et moi, j'ai été vraiment très touchée de voir qu'on pouvait parler de psychologie, d'accompagnement de moments qui sont vraiment difficiles, de personnes en souffrance, et qu'en même temps, on peut aussi le regarder sous un prisme soutenant, souriant. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on le voit de cette manière-là, de manière où ce serait lourd et il n'y aurait pas de solution. Et en fait, là, on est vraiment à se dire, c'est peut-être pas la solution pour tout le monde, mais en tout cas, effectivement, il y a des solutions, il y a des choses nouvelles et c'est possible, quoi. Oui, alors ce que tu décris, ça souligne deux choses. La première chose, c'est la question de la représentation sociale du soin psychique et de la personne en souffrance, qui est quand même assez connotée négativement. Hein. C'est-à-dire que d'aller voir un psy, d'accord, aujourd'hui on va voir un psy, on n'est pas forcément fou, mais enfin quand même... mais quand même c'est que quand même, ça va pas du tout. Hein. Bah ouais, quand même. Voilà, donc c'est quand même assez connoté négativement, on va pas le crier sur tous les toits, il y a une forme de honte en fait. Hein. La pathologie mentale, elle est peu reconnue en France, hein. Elle est masquée, elle est cachée. On va prendre des médicaments, mais on va surtout pas le dire, quoi. Donc, c'est connoté négativement. Et là, du coup, ça joue sur cette représentation sociale où, mais moi, j'ai des patients et des patientes qui sont fiers de pouvoir mettre en avant qu'ils font de la motothérapie. Donc, ils font pas de la moto, ils font de la motothérapie. Donc, en fait, ils arrivent à valoriser un soin psychique. Voilà, qui est porteur pour eux, sans en avoir honte et au contraire, en fait, le mettre en avant. Donc ça, je trouve que au niveau de la double roue sur la représentation sociale, c'est plutôt pas mal, avec tout un système qui utilise les codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux en termes de partage et de valorisation en fait. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et l'autre point que tu as souligné, c'est qu'en effet, il y a un effet positif perceptible de ce mode d'accompagnement thérapeutique qui apporte du plaisir et qui est perceptible par le smile, le sourire qu'on perçoit très rapidement chez le patient. Et ça casse les codes des professionnels soignants, où justement on est formé à accompagner la souffrance par la mise en mots, des mots, mais on n'est pas formé à accompagner les personnes en leur procurant du plaisir, comme si c'était mal ou pas accepté. Alors qu'au final, les patients vont pouvoir pleurer, vont pouvoir sortir leur détresse, mais pas seulement. Ils vont pouvoir aussi ressentir du plaisir, se sentir libérés dans leur corps qui peut souffrir énormément d'ailleurs. Et ça, c'est aussi nouveau. Ah oui. Ouais, dans les effets. Ouais, et ça, c'est important. C'est atypique. C'est très atypique. Ouais, c'est atypique. Non, tu n'as pas chanté là. Mais c'est atypique, effectivement. J'ai fait une fixation sur atypique. C'est atypique. Merci pour tous ces partages. Donc, la communauté scientifique te soutient. Et ça, c'est important de le dire. Ouais. En tout cas, une certaine partie dans tes recherches. Complètement, ouais. Et donc, quels seraient pour toi tes futurs, tes rêves pour la motothérapie, l'avenir ? Alors, la communauté scientifique me soutient et je tiens à remercier du coup les professionnels, professeurs d'université qui m'accompagnent depuis toutes ces années. La profession ou les professionnels dans la santé mentale ou le médico-social s'ouvrent. Commence à s'ouvrir et je crois que la médiatisation et la pugnacité dont nous faisons preuve y participent. Donc avec des petits partenariats qui commencent depuis quelques années là, à s'intensifier avec des structures médico-sociales.
qui permettent de donner du crédit en fait à cette médiation thérapeutique. Il reste encore du chemin. Donc on souhaite que l'ouverture puisse être communicative et puisse s'élargir. On a d'ailleurs, je tiens à citer, un gros partenariat avec un centre d'addictologie en Bretagne qui nous renouvelle leur confiance pour la 3e année où on fait des séjours motothérapie pour des patients hospitalisés en post-cure en addictologie et ils font le déplacement, on fait le déplacement pour recevoir une dizaine de patients chaque année pour un séjour motothérapie d'une semaine avec tout le staff médical, directeur médical, psychologue, infirmier, éducateur. Donc ça c'est quand même assez riche, très très riche. Ça a été très soutenant. Et puis ensuite, dans le milieu du sport aussi, il y a une ouverture qui a eu lieu puisque du coup j'ai été élue pour faire partie du comité directeur de la Fédération française de motocyclisme pour représenter le comité entraîneur et également avoir une place dans la cellule de veille de prévention des violences sexuelles dans le milieu. Donc il y a une place qui se fait. Il y a une ouverture. Voilà. Je sens qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent après il y a quelque chose qui se passe. Oui. Après ce travail que tu as mis en place, c'est fondation solide aussi. Oui, c'est solide. C'est solide, c'est ce que tout de suite j'ai ressenti dès le début de nos échanges. C'est vraiment solide comme pratique, on peut dire. Oui, comme méthode utile. Et donc, c'est soutenant. Donc, des projets à venir, des ouvertures. Oui, voilà. Et un autre projet important encore, ça serait justement, ça va être de finaliser un organisme de formation qui va permettre justement d'ouvrir la transmission d'une formation motothérapie auprès des professionnels du médico-social. Et des travailleurs éducatifs aussi, et aussi des étudiants différents pour justement s'ouvrir à cette pratique et à la transmission de cette pratique parce que l'idée c'est de transmettre cette pratique au-delà de mon expérience et qu'elle puisse persévérer et se transmettre. Ah, c'est formidable, tu vas passer dans la transmission, tu vas former des personnes à mettre en place la motothérapie. Après, on voulait vraiment le consolider, on veut vraiment le consolider au niveau scientifique, c'est pour ça qu'on n'est pas pressé, mais on a déjà plusieurs demandes et ça sera un aboutissement. Formidable, alors bravo. Merci. C'est génial. C'est top. Merci beaucoup pour ce partage inspirant, riche et joyeux et chanté. Et donc, ce que je vais te proposer maintenant pour continuer, est-ce que tu as envie de nous partager, tu nous as partagé pas mal de clés, mais pour toi finalement, quand il y a des moments peut-être un peu difficiles, c'est quoi ta ressource ? Qu'est-ce qui te permet de rebondir et de garder le sourire, j'imagine ? Alors, j'ai toujours eu foi en l'humanité. Donc, ce qui me permet de rebondir, ça va être de partager et de recevoir de l'amour avec un grand A. Ouais. Voilà, que ce soit avec des proches ou des membres de la famille. Ensuite, je pense que la pratique de la moto, je l'ai expérimentée, m'aide beaucoup aussi. Voilà, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même que c'est assez porteur. D'accord. Et puis, ce qui me redonne le sourire, vraiment, c'est le sourire des autres, en fait. C'est la communication, en fait, dans des retours qui sont vertueux, quelque part. C'est une alimentation circulaire, quoi, de la force. Ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que c'est vraiment la notion de partage, et que dans ton métier, finalement, tu te nourris aussi dans ta pratique en voyant... sur les personnes autour de toi, les effets positifs, mais je me nourris aussi de leur expérience de souffrance, parce que j'en fais aussi quelque chose de positif malgré tout. Oui. C'est beau. Échange et cercle vertueux, parfait. Alors, on arrive sur la fin du podcast, et du coup, j'ai quelques questions habituelles. Quel est ton souvenir
Alors accrochez-vous peut-être. Ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive ou dans ses alentours, quelque chose qui t'a fait sourire ici sur le territoire. D'ailleurs, j'étais oubliée de te demander comment t'es arrivée à Brive ? Ah oui. Bien, c'était mon premier emploi après mes études universitaires. Donc, j'ai candidaté pour un premier poste en France. J'ai trouvé Brive-la-Gaillarde et j'y suis restée. On a de la chance. 20 ans. Oui, merci. On a beaucoup de chance, c'est top. Ouais, voilà. Et du coup, j'y suis restée en travaillant dans des institutions médico-sociales et aujourd'hui, en étant installée en libéral, quoi, avec 2 collègues. Ah, top. Donc, un souvenir joyeux, rigolo, drôle. Drôle. Ce qui met en place le territoire. Tu as vécu sur Brive ou dans ses alentours. Ou agréable. Oui, voilà. J'aime bien le festival de Brive Festival, en fait. Je trouve que c'est un moment qui est quand même repère dans un beau moment partagé. Et on a vraiment de la chance d'avoir ce festival au niveau local. Ça, c'est vraiment chouette. Je suis bien d'accord. Alors du coup, on enchaîne carrément, ça va bien avec. Quelle est ta chanson ? Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ça serait laquelle ? Les 3 cafés gourmands. C'est l'hymne. Mais là, je vais pas chanter. Mais oui, mais mince. Comment pourrais-je faire ? Un petit peu quand même. Un petit peu. Est-ce que tu as un endroit où qui te ressource à Brive ou dans ses alentours ? Oui, c'est la place en centre-ville, place de la Guerre, là, à côté de l'office du tourisme. J'adore cette place parce que je suis toulousaine à la base, mais du coup... On n'avait pas entendu. Ah bon ? Tout ce qui rappelle en fait la ville, le propre même du côté citadin, avec les cafés, les commerces et l'ambiance en fait vivante. C'est très ressourçant pour moi. Ah, merci. Est-ce que tu as un rituel ou une astuce pour faire sourire les gens ? Oui, leur renvoyer des choses positives et des forces d'eux-mêmes. C'est bien ça. Mais oui. À pratiquer régulièrement. Ah oui. Voir le beau en l'autre et lui renvoyer. Ah oui, ça c'est chouette, faire un petit cadeau comme ça, de dire tiens, ce que je vois de bon en toi ou ta force, c'est que j'ai remarqué. C'est ça. Ah top. Merci. Je prends comme... je vais lui mettre en place. Pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive ou ses alentours sur les 4x3, sur les affiches, avec un message qui donne le smile. Quel message aimerais-tu transmettre ? Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Voilà, croyez en vos rêves. Ah, je vois très bien ça. Je vois très bien en train de rouler avec le 4x3. Croyez en vos rêves. Alors, il faudrait aussi mettre ton magnifique sourire. Et tu as aussi... merci en tout cas pour ce croyez en vos rêves. Et merci pour ce partage. Merci à toi. Et ta force et surtout ton humanité et ta gentillesse. Merci. Et ça, c'est vraiment, dès qu'on te rencontre, je pense que c'est ce qui nous touche le plus au cœur et ça fait du bien. Ouais. Donc, merci d'avoir partagé tout ça ensemble. Merci d'y avoir été réceptive. Ça marche. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.